Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Tout de suite, l'actualité de cette édition. Dans le dossier de la guerre au Moyen-Orient, des explosions ont été signalées à Ispahan et à Ahvaz et l'armée iranienne annonce avoir abattu un drone. Par ailleurs, toujours dans le même dossier, l'Iran affirme avoir détruit des laboratoires stratégiques de l'occupation sioniste. Autre développement, Téhéran évoque une opération balistique d'ampleur, affirmant avoir saturé le ciel des territoires occupés. Sur un autre registre en Afrique, ouverture à Niamey des travaux de la réunion de la commission mixte de coopération Algérie-Niger au niveau des experts. Et enfin, en Belgique, le roi commémore le 10e anniversaire des attentats terroristes meurtriers du 22 mars 2016 des plaines marocaines au métro de Bruxelles, une trajectoire de haine exportée par le Marsen. Bonsoir et bienvenue. Nous entamons cette édition avec le dossier de la guerre au Moyen-Orient. Donc, en Iran, des détonations avaient été entendues ce dimanche matin dans la ville d'Ispahan, dans le centre du pays, parallèlement à des explosions similaires dans la ville d'Ahvaz et dans la province de Khouzestan, au sud-ouest, selon des médias iraniens. De son côté, le commandement central américain a annoncé avoir bombardé une installation de missiles balistiques iraniens à l'est de Téhéran et avoir mis hors service. L'armée iranienne a quant à elle déclaré que sa défense aérienne avait pris pour cible un avion de combat ennemi de type F-15 au large des côtes sud du pays, près de l'île d'Ormuz, et l'avait touché. Le corps des gardiens de la Révolution a annoncé dimanche matin le lancement de la 73e vague de l'opération Promesse Sincère 4, une nouvelle phase d'opération avec des missiles et des drones vers les territoires palestiniens. Le corps des gardiens de la Révolution islamique a indiqué dans un communiqué samedi qu'il avait utilisé de nouvelles technologies de missiles et détruit des laboratoires stratégiques liés au programme nucléaire, affirmant avoir modifié les modes et les techniques de lancement de missiles. La garde révolutionnaire iranienne a lancé dans la nuit de samedi à dimanche l'une des ripostes les plus violentes depuis le début de la guerre sur les territoires palestiniens occupés, faisant plus de 300 morts et blessés parmi les colons sionistes. Le Hezbollah a de son côté aussi bombardé les colonies de la Galilée occupée, ce qui a entraîné la mort de 2 colons et fait des blessés selon les déclarations des forces d'occupation sionistes. Les parties nord et sud des territoires palestiniens occupés ont été ciblés lors de la 73e vague de l'opération Promesse Tenue 4, baptisée Yahaïdar, par de puissantes frappes de missiles et de drones menées par le corps des gardiens de la Révolution islamique. Suite à l'effondrement du système de défense aérienne de l'armée sioniste agresseuse, les bases d'Ali Salem et de Minhed, ainsi que la base terroriste américaine d'El Dafra dans la région, les installations militaires et les centres de sécurité d'Arad, de Dimona, d'Eilat, de Rustam et de Kiryat Gat dans la partie sud des territoires palestiniens occupés ont été précisément frappés par des missiles et des drones de destruction des forces Fatah, Qad et Emad. L'Iran a pour sa part revendiqué dimanche une attaque majeure contre des bases militaires sionistes. Suite à la 72e vague de l'opération Promesse Tenue 4, les forces navales du corps des gardiens de la Révolution islamique, lors d'une opération conjointe, ont frappé les nids et les réservoirs de carburant des avions de chasse des terroristes américano-israéliens sur les bases de Minhed et d'Ali Salem, en utilisant un volume massif de missiles balistiques et de drones de destruction. Ces 2 bases qui avaient été récemment ciblées comme point de départ d'attaque contre des îles iraniennes ont été visées. Et selon le porte-parole du quartier militaire Khatam al-Anbiya, l'entité sioniste exercerait actuellement une pression sur les journalistes et blogueurs pour que les images des dégâts causés par les bombardements iraniens ne soient pas diffusées.
D'après les premiers rapports de terrain, plus de 200 personnes auraient été tuées ou blessées. Les responsables de la sécurité israélienne ont accru la pression sur les journalistes et les témoins oculaires afin qu'ils dissimulent les informations concernant l'étendue des destructions et le nombre de victimes. Des équipes d'urgence de l'occupant ont été déployées sur plusieurs sites touchés par les dernières salves de missiles iraniens dimanche. Des équipes de déploiement ont été aperçues en train de dégager des décombres d'un immeuble fortement endommagé. En Palestine occupée, 15 personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. La nuit de samedi à dimanche a marqué un tournant sans précédent dans l'escalade militaire régionale. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclenché une offensive d'une intensité inégalée contre les territoires palestiniens occupés, déployant une puissance de feu balistique et aérospatiale coordonnée. Cette opération, décrite comme la plus violente depuis le début des hostilités, a réussi à saturer le système d'interception, perçant le système d'interception de l'entité sioniste. Plus de détails dans ce travail signé Amel Amezian Zitouni. Dans une opération d'une envergure inédite s'inscrivant dans la riposte graduée aux agressions américano-sionistes, les territoires occupés ont été la cible d'un déluge de feu orchestré par la République islamique d'Iran. Combinant vecteurs balistiques et essaims de drones, cette offensive est d'ores et déjà qualifiée par les observateurs de plus violente et précise de l'histoire récente du conflit. Face à la saturation provoquée par une banque d'objectifs intégrés et méticuleusement planifiée, l'architecture défensive sioniste a montré ses limites structurelles. Le corps des gardiens de la révolution islamique a mis en œuvre une stratégie de précision mortelle, épuisant les capacités d'interception du dôme de fer et perçant les rideaux de protection électronique. La nuit de samedi à dimanche a marqué un tournant dans la géographie du conflit. Au sud des territoires occupés, la région de Tel Arad a subi des dommages structurels massifs, des quartiers entiers ayant été dévastés par l'impact des ogives. Plus au sud, le secteur hautement stratégique de Dimona, sanctuaire du complexe nucléaire sioniste, a été la proie de violents incendies. Pour la première fois, l'état-major d'occupation a été contraint de reconnaître des pertes significatives, faisant état de dizaines de victimes sous un ciel saturé de missiles à fragmentation et de drones kamikazes. Simultanément, le Hezbollah a intensifié la pression sur le flanc nord, en arrosant les colonies frontalières de salves de roquettes incessantes. Le mouvement libanais maintient une stratégie de fixation qui épuise les ressources terrestres et aériennes de l'entité occupante. L'harcèlement continu plonge les implantations adjacentes au sud Liban dans un état de chaos et de paralysie totale. Au-delà du bilan matériel, cette escalade impose une nouvelle réalité stratégique en démontrant une capacité de frappe intacte. Le corps des gardiens de la révolution islamique réduit à néant les allégations américaines concernant un prétendu épuisement des stocks balistiques iraniens. Téhéran prévient, cette démonstration de force n'est qu'un prélude à de nouvelles surprises tactiques, inscrivant la bataille dans une durée que l'appareil sécuritaire sioniste semble incapable de contenir. Le Hezbollah libanais a diffusé des images d'une opération visant la base de Vilan et plusieurs casernes appartenant aux forces sionistes au nord du territoire palestinien occupé. Les images diffusées dimanche par le Hezbollah sur la chaîne libanaise Al-Manar ont confirmé que les roquettes de la résistance avaient atteint leur cible dans des casernes appartenant à une base sioniste à la frontière libanaise.
Le président du Parlement iranien Mohamed Bakr Ghalibaf a déclaré que les infrastructures critiques et les installations énergétiques du Moyen-Orient pourraient être irrémédiablement détruites si les centrales électriques iraniennes étaient ciblées. Ghalibaf a réagi aux propos du président américain Donald Trump qui a menacé que les centrales électriques iraniennes seraient prises pour cible si le détroit d'Ormuz n'était pas totalement ouvert dans les 48 heures. Le ministre britannique Steve Reed a déclaré dimanche qu'aucune évaluation ne soutenait les affirmations selon lesquelles l'Iran prévoyait de frapper l'Europe avec des missiles balistiques, ni même qu'il en avait la capacité. Samedi, les forces sionistes ont accentué leur propagande sur les réseaux sociaux pour tenter de faire croire que l'Iran possédait des missiles capables d'atteindre Londres, Paris ou Berlin, dans le but d'impliquer les pays européens dans la guerre contre l'Iran. Je n'ai connaissance d'aucune évaluation indiquant qu'ils tentent de cibler l'Europe et encore moins qu'ils en seraient capables. Mais même si c'était le cas, nous disposons de capacités militaires nécessaires pour défendre notre pays. Et c'est précisément pour défendre les intérêts nationaux britanniques que nous participons à des actions défensives collectives au Moyen-Orient. L'agence de presse libanaise a annoncé le martyre de 3 Libanais lors de frappes sionistes sur des villages dans la province de Nabatia. Au sud du pays, l'agence a rapporté que l'aviation militaire sioniste a mené des frappes aériennes dans la matinée de ce dimanche sur la ville de Sawana, ainsi que sur Al-Wafid et à Sultaniya, faisant 3 morts et blessant plusieurs autres personnes. Parallèlement, les villes de Kantara, Beit Lif et Al-Kouza ont été soumises à des bombardements d'artillerie intermittents et à des opérations de ratissage à la mitrailleuse qui ont touché la ville d'Aïta Achab. Toujours au Liban, les forces sionistes ont frappé ce dimanche le pont Kasmiza qui traverse le fleuve Litani dans le sud du pays suite à une escalade adoptée par l'entité sioniste dans le contexte de la guerre américano-sioniste contre l'Iran. Cette frappe intervient après que les forces sionistes ont reçu l'ordre de détruire tous les ponts sur le fleuve Litani et d'intensifier la démolition des maisons libanaises proches de la frontière dans une énième violation du droit international. À Gaza, des familles déplacées ont célébré l'Aïd en apprenant à leurs enfants à fabriquer des ornements à partir de décombres recyclés dans le but de leur apporter des moments de joie au milieu des difficultés de la vie dans l'enclave ravagée par un génocide qui continue malgré le cessez-le-feu. Commentaire de Maria Chouyer. À Gaza, au milieu des ruines et des immeubles éventrés, des enfants s'étaient rassemblés pour célébrer l'Aïd. Ils avaient récupéré ce qu'ils trouvaient, papier usé, emballage de paquets de chips, morceaux de plastique abandonnés. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. J'aime beaucoup l'idée du recyclage. Je recycle tout, comme les sachets de goûter, le papier et le carton. L'idée m'est venue à l'approche de l'Aïd. Avec des ressources limitées, je ne peux rien acheter. Je voulais donc créer quelque chose avec les matériaux disponibles. J'essaie de faire face à la guerre pour le bien des enfants. Nous, les adultes, voulions célébrer le Ramadan et l'Aïd. C'est ce principe et celui d'apporter de la joie à nos enfants qui m'a poussé à prendre cette décision. Entre leurs mains, ces déchets prennent une nouvelle vie. On découpe les emballages colorés, on les assemble pour créer des guirlandes presque festives. Depuis le début du génocide, le goût de l'Aïd pour les Palestiniens a changé. Avant la guerre, nous achetions des décorations toutes faites. Mais après la guerre, les points de passage étant fermés, on étant obligés de faire preuve d'imagination, inventer quelque chose nous-mêmes pour apporter de la joie aux enfants. Car aujourd'hui, les enfants n'ont plus rien pour jouer, ni poupées, ni jouets, rien. Tout a disparu. Les points de passage sont fermés, alors on a commencé à ramasser des canettes et des papiers pour en faire des lanternes. À chaque fermeture, la pression sur nous augmente et dès que les commerçants apprennent la fermeture, les prix grimpent. Alors on a commencé à fabriquer nous-mêmes les lanternes pour apporter un peu de joie et embellir la tente. Comme vous pouvez le voir, tous les matériaux qu'on utilise sont juste des bouts de papier ramassés par terre.
Dans ces gestes simples, il y avait plus que du bricolage. Il y avait une volonté de garder son esprit d'enfant malgré un quotidien marqué par le génocide. À Gaza, avec presque rien, on fabrique beaucoup de joie. Sur un autre registre à Niamey, les travaux de la réunion de la commission mixte de coopération algéro-nigérienne au niveau des experts se sont ouverts ce dimanche en prélude à la tenue de la deuxième session de la grande commission mixte entre les deux pays prévue lundi. Les travaux de cette rencontre portent sur l'examen et des opportunités de coopération et de partenariat ainsi que sur l'évaluation des principaux projets en cours entre les deux pays dans divers secteurs. الهدف من الاجتماع هو تسريع وتيرة الإنجاز. L'objectif de la réunion est d'accélérer le rythme de réalisation d'au moins 3 projets stratégiques, que nous appelons généralement des projets structurants. Il s'agit de la route transsaharienne, du gazoduc transsaharien ainsi que de l'interconnexion en fibre optique. Ces 3 projets figurent parmi les grands projets inscrits dans le cadre de l'Union africaine, au titre du programme NEPAD. Ce sont des projets structurants pour lesquels la Commission cherche à accélérer la mise en œuvre, au moins au niveau des deux pays, l'Algérie et le Niger. Étant donné que d'autres pays sont également concernés par ces 3 projets, la Commission accorde bien sûr une priorité à l'aspect nigérien. La Commission mixte de haut niveau a pour objectif de concrétiser ces engagements importants qui ont été convenus dans le cadre de la visite effectuée récemment par le président de la République du Niger en Algérie. Le directeur adjoint de la compagnie pétrolière nigérienne Sonidep Kader Inouab a déclaré à Al24 News que le projet de gazoduc transsaharien qui traverse le Niger jusqu'en Algérie n'a jamais été interrompu dans son essence même et il sera mis en service très prochainement car il s'agit d'un projet de développement pour les deux pays. Concernant le pipeline, déjà il y a un très gros projet structurant, celui du pipeline gaz de transsaharien, donc qui passe par le Niger, qui aboutit en Algérie, dont actuellement en fait les travaux ne sont jamais arrêtés au front et que ça sera très bientôt mis en œuvre. Donc c'est un projet qui va développer en fait nos deux États. Et il y aura des retombées socio-économiques, donc un avantage économique pour chaque partie. Le directeur adjoint de la compagnie pétrolière nigérienne Sonidep Kader Inouab a tenu à saluer l'initiative des hautes autorités algériennes et nigériennes visant à renforcer et redynamiser la coopération entre Alger et Niamey. Nous ne pouvons que féliciter l'initiative des plus hautes autorités des deux pays pour renforcer, redynamiser la coopération entre l'Algérie et le Niger. Donc je parlerai au nom spécifiquement de notre société nigérienne de pétrole qui est déjà en contact avec la société nationale des hydrocarbures, la Sonatrach, et ses filiales. Donc dans le cadre de cette coopération, nous voulons renforcer en fait notre relation pour pouvoir développer en fait le secteur pétrolier au Niger et qu'on ait une relation mutuellement bénéfique entre la société algérienne de pétrole et puis la société nigérienne de pétrole dans l'ensemble du secteur, que ce soit sur le plan commercial des produits pétroliers, que ce soit sur le domaine de l'exploration, du développement de nos champs pétroliers. Donc grosso modo, je pense que nous espérons, Inch'Allah, que cela va aller de bon train et que ça sera bénéfique, n'est-ce pas, pour les deux. À présent, direction la Belgique qui commémore ce dimanche le 10e anniversaire des attentats de Bruxelles qui ont fait 32 victimes et des centaines de blessés. Les attentats coordonnés à la bombe ont tué des dizaines de personnes à l'aéroport de Bruxelles et à la station de métro Mailbeek. En 2016, le roi Philippe, la reine Mathilde, le Premier ministre et des représentants de l'Union européenne ont assisté aux commémorations. 6 hommes ont été reconnus coupables des attentats à la bombe commis en juillet 2023 et ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à la perpétuité. Vous savez, la commémoration, pour nous, elle dure tous les jours depuis 10 ans. C'est jour après jour, on est devenu une très très grande famille, on se connaît tous.
On n'a rien à prouver entre nous parce que comme on a vécu les mêmes choses, on n'a pas prouvé qu'on ne se sent pas bien, qu'on lutte, etc. C'est une leçon d'humilité de rencontrer toutes ces belles personnes et de voir avec quel courage tous les jours elles se battent pour reprendre leur vie en main. 10 ans, c'était plus difficile que je ne pensais émotionnellement. Mais c'était quand même, pour moi c'était important d'être là, de parler, de témoigner, de montrer quand même que même la victime la plus blessée est toujours là et se bat et continue à vivre sa vie. Je pense que pour moi c'est important pour moi et aussi pour montrer aux autres que c'est possible. Toujours en Belgique, qui commémore aujourd'hui l'un des chapitres les plus sombres de son histoire contemporaine. Plusieurs rapports et analyses de renseignements pointent désormais une corrélation troublante entre les défaillances de surveillance et les stratégies d'influence du Merzen. L'ombre des services marocains plane sur cette affaire. Souhila Kilal. À Bruxelles, le douloureux souvenir du 22 mars 2016 hante encore les esprits. Un traumatisme encore palpable dont les autorités assurent avoir tiré les enseignements en musclant le renseignement et la lutte antiterroriste. Mais 10 ans après, c'est une autre main ensanglantée qui fait parler d'elle, celle du Merzen en l'occurrence, qui selon les sources néerlandaises serait directement impliquée par la voix de l'un de ses consuls aux Pays-Bas et son fils. AD Nederlands rapporte en effet qu'il s'agit de la source des explosifs fournis aux terroristes du 22 mars 2016. Le 22 mars, aujourd'hui c'est le 22 mars, le souvenir d'attaque terroriste qui a été commis le 22 mars 2016. On peut trouver ça sur des sites de AD Nederlands. Ils ont parlé de cette attaque terroriste et qui a envoyé des explosifs pour faire cette attaque terroriste à Bruxelles, à la Belgique. Les noms de Boutahar Aherdane, ancien consul du Maroc à Den Bosch, aux Pays-Bas, et celui de son fils, Mohamed Aherdane, surgissent des rapports d'enquête néerlandais repris par ce titre de presse comme étant les personnes ayant fourni des explosifs aux terroristes afin de perpétrer l'attentat de Bruxelles. Mohamed Aherdane, le fils de Boutahar Aherdane, c'est lui qui a envoyé des explosifs pour faire cette attaque terroriste de 22 mars. Quand est-ce qu'on a lu sur les journaux de la Hollande qu'on dit AD Netherlands, elle est trop connue, elle a parlé de ce fils de consul qui a envoyé 300 personnes vers Daesh. Et après certain temps, il a été mort aussi, il a fait une attaque terroriste. Le fils de consul lui-même, c'est l'État de la Hollande qu'ils ont dit ça. En 2024, on a vu que le consul lui-même, Boutahar Aherdane, il a été mort d'une façon, il n'y a personne qui savent. Au-dessus de preuve qu'ils ont été au dossier de cette attaque terroriste, l'État marocain veut l'effacer. Promoteur du chaos dans la région à travers l'ensemble de ses actions subversives, le Maroc ne se contente plus de menacer la stabilité de ses voisins les plus proches en supervisant le narcotrafic dont il est la plaque tournante. Il s'implique directement dans la déstabilisation géopolitique outre-Méditerranée en orchestrant, finançant et organisant sur le sol d'États souverains des opérations terroristes sanglantes. Les habitants du nord de l'Espagne ont salué la réduction de la TVA sur les prix du carburant, alors que les mesures approuvées par le gouvernement pour contrer l'impact économique de la crise du Moyen-Orient sont entrées en vigueur ce dimanche. Oui, c'est une agréable surprise étant donné que les prix du carburant en France, d'où je viens, sont très élevés. J'habite à Bordeaux, donc l'Espagne est proche et nous pouvons venir y faire des achats et remplir le réservoir à un prix plus avantageux. Je trouve la baisse du prix du carburant excellente, car en passant de 21% à 10%, on économise peut-être 15 centimes par litre. Ce n'est pas énorme, car le prix de l'essence a beaucoup augmenté, mais c'est toujours ça de prix et je trouve ça formidable.
Et enfin, la Slovénie a imposé dimanche des limites d'achat de carburant dans les stations de service pour lutter contre les pénuries d'approvisionnement causées par le ravitaillement transfrontalier et le stockage en raison de la guerre au Moyen-Orient. Le Premier ministre Robert Golob a annoncé samedi des profonds de 50 litres par jour pour les véhicules privés et de 200 litres pour les personnes morales après des consultations avec les ministres du gouvernement et les détails. À l'issue des réunions réunissant ministres, représentants des transports, des compagnies molles et pétrole et d'autres services gouvernementaux, nous avons convenu de mesures concrètes pour augmenter les livraisons aux stations-service et limiter la consommation, notamment chez les ressortissants étrangers. L'implication de l'armée slovène a eu pour premier résultat la mobilisation de cette dernière, plus précisément des camions-citernes et du personnel de l'armée slovène transporteront du carburant qui sera mis à la disposition des transporteurs. Sur la base de l'expérience positive de MOL, le gouvernement introduira une limite générale à la quantité de carburant autorisée par transaction, à savoir jusqu'à 50 litres pour les particuliers et jusqu'à 200 litres pour les personnes morales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.